Christine Roger, qui est la journaliste affectée aux affaires de la LPHF. Salut, Christine. Bonjour, Monsieur Alexandre. Et Jean Saint-Onge, le descripteur des matchs de l'équipe de Montréal. Qui en a une première visite, ça paraît dans sa face, dans notre garde-robe. C'est beau chez vous. Hey, une belle vue sur la ville. Moi, j'aime ça. Moi, mais visiblement, Jean, on n'a pas du tout les mêmes goûts parce qu'avant d'enregistrer, tu disais que tu n'aimais pas le chandail de Montréal alors que c'est mon préféré. Puis ce studio-là, c'est ordinaire. Ben, j'aime pas le chandail Bourgogne de Montréal. Ouais. J'aime le chandail crème qui fait un peu vintage et tout ça. Puis quand une équipe joue à l'étranger, de voir le nom de la ville. Faut dire qu'il n'y en a pas d'autres. Ouais. Mais oui, mais le Bourgogne... Non, ben moi, ça me plaît. Autant j'ai mis une opinion quand les chandails sont sortis, on dirait que je les vois même plus, puis je m'en fous. Puis je pense que la population en général est passée à autre chose. Tu sais, au début, c'était « il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... les chandails sont pas beaux. » Là, je pense que le jeu est venu prendre le dessus, prendre davantage d'importance, Puis c'est pas, comment dire, ça fait plusieurs semaines. Enfin, depuis que c'est commencé, évidemment. Puis c'est normal que le narratif ait changé parce qu'il y a des matchs. Là, d'ailleurs, il y a quoi? Il y a presque le tiers de la saison? Le tiers de la saison, ou presque, parce que la plupart des équipes ont 8 matchs de jouer sur 24. Puis il y a 14 de ces 22 matchs-là, au total de la Ligue, là, qui sont finis par 1 point d'écart. Il y en a 8 qui sont allés en prolongation. Ça veut dire que la parité, ils la cherchent pas. Ils l'ont. Puis avec 6 équipes seulement, c'est le fun de les voir aller parce que la règle de 3 en sport, ça marche pas. Hein? Ouais. Ottawa perd contre un tel, gagne 2 fois contre Toronto. Non, c'est ça. Ça veut rien dire. C'est pas parce qu'une équipe a battu une équipe Y que... Enfin, j'avais une bonne équation, là, mais on comprend ce que tu veux dire. Montréal, c'est la moitié de leur match qui est allé en prolongation. Donc, la seule qui a eu un match en tir de barrage. Puis, si tu regardes, moi, j'aime beaucoup la jeune équipe d'Ottawa, qui est la plus jeune de la Ligue. J'aime leur jeune entraîneur également, Mme McLeod, qui est allée enseigner le hockey en Chine, est allée enseigner le hockey en République tchèque ou en Tchéquie, là, parce qu'au hockey, c'est de la Tchéquie, puis le reste, c'est de la République tchèque. Ils sont le fun. Ils ont seulement 2 victoires, mais sur leurs 4 défaites, ils en ont 3 en prolongation. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment très, très serré. Et c'est pour ça qu'on n'en parle plus des moseuses de chandail, et c'est tant mieux. On ne parle plus des noms d'équipes non plus, parce que le hockey a vraiment pris le dessus, et ça, c'est vraiment le fun. Et juste un mot sur Ottawa, justement, qui était à la Place Belle le week-end dernier. Ça permet à une Maschmeyer, Emrys Maschmeyer, qui est la gardienne numéro 2, qu'on n'a pas vu souvent dans les dernières années en action, de démontrer ce dont... la gardienne numéro 2 de l'équipe C'est ça, de l'équipe canadienne. Ouais. Et là, elle est gardienne numéro 1 à Ottawa. Et est excellente. Elle démontre... en fait, si c'était pas à Danory Desbiens, elle serait gardienne numéro 1 dans probablement n'importe quel autre pays. Fait que c'est le fun pour elle d'enfin avoir de la visibilité, d'avoir du temps de jeu, puis ça peut juste être bénéfique, finalement, pour l'équipe nationale en bout de ligne. Là. Cela dit, Jean, tu dis il y a de la parité. Avant qu'on enregistre, je faisais mon mal intentionné. Le mal intentionné, c'est ça que c'est. Ouais. Parce qu'on a fait quelques matchs de Montréal ensemble, en plus de ceux là, qui sont présentés à RDS. Puis, je sais qu'ils sont les filles sont premiers, sont au premier rang du classement. Mais avec un différentiel de 2 buts. Elles ont marqué 20 buts, elles en ont accordé 18. Elles passent leur temps au banc des pénalités, ça aide pas. C'est ça. Mais effectivement... L'avantage numérique tourne à... 1 en 25 à peu près. Ça tourne pas. C'est pourri. Marie-Philippe Poulin, c'était le match contre Toronto, là, qu'à un moment donné, elle a fait, en fin de match, pour pousser le match en prolongation. C'était... Quel but? Comment dire? C'était l'illustration que, OK, ça prend une joueuse de cette amplitude-là pour que ça balance, là. Alors, je veux pas être plus pisse-vinaigre que je peux l'être, mais... C'est parce que tu as Anne-Renée Desbiens, qui est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Hélène Chouli est exceptionnelle. Ouais. En attaque, on se défend toujours en disant on sait qu'on peut marquer des buts. C'est pour ça, là, ça fait 3 matchs que Montréal reçoit plus de 40 lancés. Corey Chevry dit je suis pas inquiète parce que je sais qu'on peut marquer des buts. Donc, on peut marquer des buts, la gardienne est bonne, mais entre les deux, là, c'est la défensive qui est difficile et l'avantage numérique. Clairement, on essaie de passer tout le temps la rondelle par Marie-Philippe Poulin, puis je veux dire, ça devient facile pour l'équipe adverse de juste à protéger la meilleure joueuse au monde, puis tu t'en sors. Puis c'est qu'on n'a pas trouvé non plus la paire avec Marie-Philippe pour le moment, parce que les trios, c'est beau, là, ils vous les envoient après chaque pratique du Canadien dans le hockey masculin, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de duos que de trios. Et on n'a pas trouvé c'est qui la joueuse qui va être constamment avec Marie-Philippe. On a vu Maureen Murphy, on a vu Vanni Chauvat, beaucoup. Mais on n'a pas encore l'impression qu'on a ce duo dominant du côté de Montréal. Puis, dans la Ligue, il y en a eu.
jusqu'à présent. Il y a eu Alina Mueller qui joue avec Gable et ça semble un duo fantastique. Ryan Jenner avec Skamura qui est vraiment un bon duo aussi, mais à Montréal... On cherche ce duo-là. Donc, tant qu'on ne le trouvera pas, on ne pourra pas se démarquer du côté montréalais. Mais comme je te dis, d'un bout à l'autre de la Ligue, c'est vraiment tellement serré. C'est là. Ça va être... Puis, on s'entend, sur une saison de 24 matchs, tu n'as pas le temps de te sauver non plus. Ça va être le fun jusqu'à la fin de la saison pour ça. Mais là, on cherche des poux, là. Mais oui, Montréal est premier. Poux, mais c'est le numéro 29. Oui, c'est ça, poux. Mais, je veux dire... C'est bon, ça. C'est bon, bravo, Jean. C'était préparé. Je t'ai ouvert la porte, on s'est parlé avant, on a prévu ce jeu de mots. Tout est prévu. Non, mais ça donne au moins, on peut critiquer, mais ça donne des matchs excitants. Puis même le match contre Ottawa le week-end dernier, moi... J'ai pas trouvé que c'était le match le plus excitant. Je disais à la blague, c'est un typique match contre Ottawa, comme on est habitué de voir du côté masculin parfois. Mais les gens qui se sont déplacés au Centre Bell, à la Place Bell, le record de la plus grosse foule pour un match de hockey professionnel féminin au Canada, ben ils ont trippé. Un but en prolongation, quoi demander de mieux? Fait que finalement, je pense qu'on ne peut pas demander mieux parce qu'avec cette parité-là, on réussit à convaincre les partisans de revenir, de racheter des billets. Puis je pense que pour cette première saison de 24 matchs, c'est ça l'objectif. J'ai parlé de mon équipe préférée d'Ottawa, que j'aime beaucoup. Du côté des foules, du côté d'Ottawa, c'est fantastique aussi parce qu'ils ont une moyenne de 6 300 dans un aréna d'à peu près 8 000. Et leur plus basse foule, c'est 5 200. Bref, les spectateurs, spectatrices reviennent au match d'Ottawa depuis le début de... Et il y a un intérêt que les sénateurs n'ont à peu près jamais généré parce que les sénateurs... Il y a ça, oui. Dans le parc, pas dans le parc, dans le champ. C'est plus proche de Winnipeg que d'Ottawa, leur aréna. Ça ressemble, en tout cas. Alors que les filles jouent à côté du stade de football, à la Place TD, qui est vraiment dans un complexe remarquable. C'est plaisant d'aller voir un match là. Et cette équipe-là est excitante. Les gens d'Ottawa sont embarqués. Donc, Ottawa, qui traditionnellement est plate, ben là, elle est fun. Au hockey féminin, c'est le fun. Mais on peut-tu dire... Excuse-moi, je t'interromps encore. Là, excuse-moi, on a l'impression que tu es notre spectateur présentement. Là. Non, mais c'est juste parce qu'on a parlé un peu la semaine prochaine, mais je peux-tu réitérer que l'année prochaine, c'est terminé, les matchs à l'Auditorium de Verdun? Là? Je sais pas. Ben, les matchs du mercredi soir? Ben, je sais pas. On a fait... on va voir, mais moi, quand je regarde les matchs à la Place Belle, même en milieu de semaine pour le reste de la saison, c'est presque prêt. Oui. On a ouvert... là, j'ai vu un des matchs au mois de février. On a ouvert la section en haut, dans le fond, 300-400. 5 sections. On a ouvert toutes les sections. Tout le tour? Ben oui, le match 24 février, ça a été ouvert tout le tour, puis on est quasiment rendu à 8000 déjà, puis on n'est pas approché de la date encore. Puis, tu sais, le match à Place Belle, un mercredi de tempête, il y avait 6000 quelques. Je sais pas. Puis c'est le fun, c'est l'ambiance. Tu sais, on fait notre mieux, l'Auditorium de Verdun, mais t'as un écran qu'on voit à moitié, là, à la place. Mais je sais pas si c'est Place Belle la solution, mais je veux juste dire que clairement, on est capable de vendre plus que 3200 billets. Ça, c'est peut-être un peu trop petit. Bon, puisque vous voulez absolument parler là, de la popularité, parce que moi, ça me paraît évident. Là, c'est un non-sujet, là, à mon sens. Mais pourquoi là? Pourquoi cette fois-là? Parce que je disais, je me rappelle pas à qui récemment, tu sais, Marie-Philippe Poulin a joué avec les Canadiennes de Montréal il y a 4-5 ans, alors qu'elle était peut-être plus dans son Étienne Desmarteaux, l'Arena. OK. Donc c'est ça. Fait OK, oui. Les matchs, aucun match était à la télé. Ça change beaucoup, ouais. Écoute, j'ai couvert plusieurs matchs. J'ai couvert peut-être 3 entraînements des Canadiennes, 4 entraînements des Canadiennes avant les matchs éliminatoires. Là, on parle sur une période de 5-6 ans. Ouais. Là, le camp d'entraînement a été couvert. Le camp d'entraînement a été couvert quand on a regroupé les équipes aux États-Unis. C'est pas pareil. La couverture médiatique, c'est quoi le premier match? 2,9 millions sont allés chercher? Parce qu'on regarde la stratégie médiatique de cette ligue-là, on se pose des questions. Des matchs partout, comme si c'était la NFL. Je sais pas si c'est payant, tout ça. Sauf qu'ils ont rejoint les gens. C'est ça le but au départ. Et il y a un engagement des partisans aussi. Peut-être que c'est la première ligue à voir le jour, première ligue professionnelle d'envergure à voir le jour depuis l'époque des médias sociaux. Il y a ça aussi, c'est vrai. Et l'engagement des partisans sur les médias sociaux. Oui, ça, c'est remarquable. Je peux-tu te dire que des connaisseurs... Hein? Te fais-tu critiquer? Ben, c'est sûr. Puis, quand t'es pas là, on te critique. Ben, de toute façon. Non, mais c'est de voir le nombre de connaisseurs de hockey féminin, les vrais et les pseudos.
Parce que là, on a le fan du Canadien, qui est le fan de l'équipe de Montréal aussi, qui nous explique pourquoi les défenseurs ou les défenseuses, c'est un autre débat qu'on fera à une autre balado, parce que j'aime pas ça dire défenseuse, puis les filles n'aiment pas se faire appeler défenseuse, mais c'est ça qu'il faut dire. Mais je t'ai entendu le dire, défenseuse, dans un reportage. Oui, je sais, je me suis forcé beaucoup, parce que ça a l'air... C'est que, voyons, Jean, dis-tu mais c'est parce que j'ai peur que Lauriane Rougeau se tanne puis me saque un coup de poing, parce que... Enfin, bref... J'ai hâte de voir si cet engouement-là va persister. Parce que là, il y a eu le lancement. En pleine période des fêtes, il y a eu une couverture, il y a des matchs à la télé, il y a des matchs... tous les matchs sont accessibles sur le web facilement. Donc, j'ai hâte de voir si on va être capable de maintenir ça. Une fois que les 24 matchs seront terminés, que les matchs éliminatoires seront terminés, là, il va y avoir une longue période où on risque d'en parler moins. Quand on va recommencer l'année prochaine, est-ce qu'on aura la même effervescence? Moi, j'espère. Moi, je suis confiante parce que je pensais qu'après les matchs d'ouverture, déjà, c'est là qu'on allait voir. Il y a eu les matchs d'ouverture, des belles foules, fine. Est-ce que ça s'essouffle ou non? Ben non, on continue à avoir des belles foules, mais des encore plus grosses foules, d'avoir de meilleurs codes d'écoute. Je veux dire, même ici, les matchs qu'on a fait sur tout.tv, c'est les meilleurs chiffres de web diffusion depuis les Jeux olympiques. Là. Donc, on n'a pas vu... Vous dire que l'équipe est solide, là, l'équipe de c'est sûr que c'est grâce à modestie. Nous tous. Je parlais de vous autres. Toi aussi, en fait, moi, écoute, mon téléphone notification, c'est qui le beau garçon qui anime? Alexandre Coupal, s'il vous plaît. Donc, voilà. Mais moi, dans la suite des choses, j'ai aussi hâte de voir... Il y a une seule équipe qui m'inquiète, c'est celle de New York. Ah ouais? Elle ne m'inquiète pas sur la glace. Je trouve qu'elles sont vraiment intéressantes à avoir joué. Écoute, ils jouent dans 2 arénas différents, à 1 heure l'un de l'autre. Puis c'est pas comme Verdun et Laval où vous changez de ligne de métro puis en 30 minutes, vous êtes là. Non, c'est 1 heure de char. Ça s'appelle New York, puis ça ne joue pas à New York. Ouais. Et ça se traduit dans les résultats parce qu'on joue dans un aréna de 8000 partisans et on a une moyenne de 2200 spectateurs depuis le début de la saison et ça se maintient. Donc, ça, j'ai hâte de voir. Il y a quand même un petit travail peut-être à faire pour simplifier ou bonifier l'offre du côté de New York parce qu'à seulement 6 équipes, on ne peut pas se permettre d'avoir un maillon faible du côté intérêt. Est-ce que dans la région de New York, il faudrait les déménager? Est-ce qu'il faudrait simplement changer de nom? Les appeler l'équipe du Connecticut ou peu importe? Parce que là, si tu es au Connecticut, c'est quoi ton attachement, ton lien avec une équipe de New York? C'est quoi le gentilé de quelqu'un qui vient du Connecticut? Écrivez-nous. On va dire que c'est un husky, parce que l'Université du Connecticut, c'est pas mal ce qui prend le plus de place dans ce coin-là. OK, je veux qu'on revienne aux vraies affaires. Le hockey. Le hockey. Il y a une question, puis je pense qu'on en a parlé, Christine, quand tu es venue il y a 2 semaines, le statut de Catherine Dubois, qui a évolué depuis, mais qui revient au même 2 semaines plus tard. Ça évolue. Juste pour vous faire la chronologie, la veille du match à Laval contre Ottawa, je suis à l'entraînement, Teresa Vanichova n'est pas là, Catherine Dubois s'entraîne, et là, tout le monde, on se demande, puis vont-tu la signer? Parce qu'après le 10 jours, son premier contrat de 10 jours, elle a tellement bien fait que je pense que l'observation qu'on a tous fait, c'est... Ils ont fait une erreur en ne la prenant pas dans les 23 joueuses régulières, mais là, s'ils voulaient lui offrir un vrai contrat, il fallait qu'il résilie le contrat de quelqu'un d'autre. C'est ça, juste un petit rappel là, sur les technicalités. Catherine Dubois, c'est une joueuse de réserve, et les joueuses de réserve peuvent être utilisées... uniquement quand il y a des blessures. Voilà, et 2 fois... dans l'année. 2 fois dans l'année pour une période de 10 jours. Elle avait eu son premier contrat de 10 jours, a très bien fait, mais là, on la renvoie comme joueuse de réserve. Et là, on a posé des questions. On nous a dit, dans ce statut-là, jusqu'à temps qu'il y ait une autre blessée. Et Vanichova, faites-vous-en pas, journée de traitement est là demain. On arrive le lendemain. Ça, c'était avant le match contre Ottawa, samedi. Et là, surprise, nous, les journalistes qui couvrons cette équipe-là, on réalise, en lisant le courriel de la Ligue, de notre ami Paul Krutz des communications, on apprend que finalement, Catherine Dubois vient de signer un 2e contrat du jour et que Vanichova est blessée. Et là, l'affaire, c'est que tu utilises ces 2 contrat de 10 jours en début de saison pour Catherine Dubois. Donc, au terme de son 10 jours, normalement, tu ne peux plus la réutiliser. Et ça, est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut plus être joueuse de réserve? Parce que si c'est une joueuse de réserve que tu ne peux pas utiliser... Ça sert à quoi de la garder? Normalement, c'est les options que je vois comme ça. C'est soit que tu... lui fais signer un contrat. Lui fais signer un contrat, mais tu dois laisser partir une autre fille. Ou si tu fais pas ça, la réalité, c'est qu'une autre équipe, là,
va sauter sur Catherine Dubois. A le droit. C'est ça, là, elle redevient comme chose autonome. Ben, j'ai l'impression qu'avant longtemps, oublions Catherine Dubois, pour toutes les joueuses dans cette situation-là, il va falloir faciliter les up and down, c'est-à-dire les mouvements, les mouvements personnels avec les 3 réservistes. Je vais vous prendre l'exemple de mon football canadien. On a 10 ou 15 joueurs sur la liste de réserve qui peuvent monter et descendre sans problème, mais quand ils sont sur la liste de réserve, ils peuvent être récupérés par une autre équipe, à condition que l'équipe le mette sur sa formation. Okay. Il n'y a pas de contrat de 10 jours, il n'y a pas 2 fois. Tant que tu veux, ton équipe de réserve, il y en a une qui joue mieux que l'autre, tu renvoies l'autre sur l'équipe de réserve, ça amène... Parce que ce qui arrive aussi, présentement dans la LPHF et qui arrive aussi au football, on appelle ça les blessures Ligue canadienne. Quelqu'un qui est placé pour un match sur la liste des blessés, qui a peut-être mal au petit orteil parce qu'il s'est cogné la veille en sortant de son lit, mais c'est pas des vraies blessures. Et c'est ce qui va arriver. Et j'ai l'impression que dans le cas de Catherine Dubois, il y a des filles qui, pendant le 10 jours, ont eu des blessures LPHF. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment mal nulle part, mais comme Catherine jouait mieux, on décide de la garder. Donc, il faudra peut-être légitimiser ça, légaliser ça, pour qu'il y ait des mouvements personnels possibles. Parce que il y a des blessures, mais il va y avoir de la fatigue aussi. Tu sais, Montréal, ils ont joué leurs 5 premiers matchs dans 5 villes différentes en 2 semaines. Même les filles des équipes nationales n'ont jamais vécu ça. Quand il y a des tournois, tout ça, tu es installé, tu étends tes vêtements dans la chambre d'hôtel ou dans les résidences où on t'a logé. Mais là, te promener 5 villes, ça amène des fatigues que ces filles-là n'ont jamais connues. Non, puis j'en ai parlé, entre autres, je me souviens, le fameux match où, justement, contre Toronto, Marie-Philippe Poulin a compté avec 17 secondes à faire et... Je veux dire, elle a joué les 3 dernières minutes, elle a joué la prolongation au complet, elle était renvoyée 3-4 fois en tir de barrage, puis moi, j'étais derrière en attente pour les entrevues. Et Marie-Philippe Poulin n'est pas venue parler cette fois-là aux médias. Elle est fatiguée. Et moi, je l'ai vue sortir, là. Elle avait l'air détruite. Puis j'en ai parlé, je vous en parlerai la prochaine fois, je prépare un projet, j'ai eu une discussion avec Marie-Philippe Poulin. Puis elle disait, honnêtement, je vous cacherai pas que j'étais fatiguée. Puis ça aussi, c'est l'apprentissage. Il faut que je revienne chez nous, puis que j'ai pas comme 2 mois pour me reprendre là, avant le prochain match. Je suis pas tout seul dans une chambre d'hôtel ou dans un village olympique pour me reposer. La vie quotidienne. Faut que je rentre à la maison, que je fasse le lavage. Parce qu'on parle de la fatigue de match qui est accrue aussi par les contacts physiques et par les matchs serrés. On l'a dit, 14 matchs sur 22 par un. Donc, tu ralentis pas. On s'entend quand tu joues le tournoi olympique, là, puis tu joues un match contre le Japon ou contre la Chine, puis t'es le Canada et les États-Unis. Je suis désolé, je sais que t'es les Japonaises. Non, mais c'est un marathon, les Olympiques, là, c'est pas pareil. Là. C'est pas la même chose. C'est pas une bonne attitude. Mais tu peux relaxer quand tu joues contre ces équipes-là. Tandis que dans cette ligue à 6 équipes-là, tu ne peux pas relaxer contre personne. Donc, tu as une fatigue physique, tu as une fatigue mentale due au contact, due à la rigueur des matchs et due au déplacement que ces femmes-là n'ont pas connu. La fatigue est différente de celle qu'elles ont connue auparavant, parce qu'on s'entend que quand tu jouais pour les Stars ou les Canadiennes de Montréal, il fallait que tu promènes ton équipement, il fallait que tu aies une job à temps plein. Donc, la c'était pas moins fatigant, mais c'était différemment. Ouais. Mais là, on ajoute aussi, là, bon, il y en a qui vont au match des étoiles cette semaine. Il y a la série rivalité, donc des matchs là. Ensuite, on revient pour la LPHF. Ensuite, il va y avoir les championnats du monde avant les éliminatoires. Donc ça, sur une période de quelques mois, c'est vraiment une grosse charge de travail. Ouais. Donc, pour revenir à ce que tu disais, probablement, moi, je pense qu'ils vont changer ces règlements-là. Est-ce que la solution, c'est d'avoir 25-26 joueuses avec lesquelles tu peux jouer? Parce que là, présentement, une joueuse de réserve, je pense que c'est 13 000 US pour la période... Versus 55 000. Fait que c'est sûr que ça donc, fait... si moi, je suis sur l'équipe de réserve, c'est 13 000. Puis quand, finalement, là, ils te font signer... Mais je fais rien. Mais tu t'entraînes et tout. Ah. Et tu as quand même une prime pour te loger. Pour les déplacements et tout ça. OK. Je veux rebondir. Jean, tu parlais de l'aspect robustesse qui fait certainement partie de l'équation on a notre de la fatigue. Ah ouais, mais il y a on y viendra à la suspension parce que c'est un peu comme comment dire...
c'est un peu comme la démonstration, le bout un peu de ce qu'on regarde, de ce qu'on voit depuis le début, parce que ça fait partie des sujets. On parlait de Catherine Dubois, c'est notre petit éléphant dans la pièce à Montréal, mais au niveau de la Ligue, je pense que je ne veux pas dire l'arbitrage. Oui, non, l'arbitrage. Oui, l'arbitrage la façon dont, est à normaliser. C'est tout à fait normal parce que on a fait un ajustement sur cet aspect-là, l'aspect robustesse. Puis bon, les matchs sur lesquels j'ai travaillé avec Isabelle Leclerc, qui était là pour m'éduquer en même temps, tu sais, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Mais c'était cohérent un peu. Ben, c'est ça. Là, tu parles-tu du match, entre autres, contre le Minnesota, où Izzy se fait ramasser une couple de fois, dont Marie-Philippe Poulin qui... il y a eu plusieurs bons exemples dans ce match-là. Mais là, dans ce match-là, justement, la réalité, c'est qu'Izzy, 3 fois, elle coupe vers le centre de la patinoire, comme elle est habituée de faire dans la vie, en levant pas trop la tête. Et il y a une Marie-Philippe Poulin qui ne bouge pas, puis finalement, il rentre dedans. Mais quand même, c'est un contact intense. On l'appelle pas. OK, mais ça peut justifier. Mais c'est de la robustesse. Moi, j'appelle ça de la mise en échec défensive. En fin de match, Aaron Ambrose, le long de la bande, ça, on l'appelle. Qui fait ce qu'on avait compris que c'était ça la nouveauté, c'est-à-dire si vous engagez les deux pour la rondelle, le contact est permis. C'est exactement ça la pénalité. Donc, Isabelle Leclerc, est-ce qu'elle comprenait? Isabelle Leclerc qui est notre cerveau, là? Elle comprenait. Bon, voilà. Non, les arbitres ont la lourde tâche. La plupart des arbitres qui font les matchs de la LPHF font des matchs de la Ligue américaine de hockey et du junior majeur. C'est le même livre de règlement qui est appliqué différemment dans les 3 ligues. Et il faut s'adapter à ça. Lorsqu'on se retrouve aux Jeux olympiques, on en a 2 livres de règlement. Un pour les matchs Canada-États-Unis où le contact est nettement plus permis. Ça, c'est officieux, là. Et un pour les autres matchs où il y en a moins. Finlande-Suède, on permet un peu de contact. Et États-Unis-Suède ou Canada-Suède, moins, parce qu'il y a une disproportion souvent, les joueurs nord-américaines étant plus forts physiquement et plus habitués au contact. Donc, il va falloir qu'il y ait une normalisation qui se fasse, que les arbitres s'habituent, parce que l'exemple de la mise en échec d'Ambrose versus les autres contacts, parce que à la base, là, le fameux contact face-à-face, il n'est pas censé exister. Non, c'est ça. C'est ça. Si tu t'en viens vers moi, si j'étais une joueuse d'attaque puis je vois la défenseur s'amener vers moi, je me débarrasse de la rondelle et je suis pas mal certain que l'autre joueuse va écoper d'une pénalité au moins pour obstruction. Mais, encore là, c'est pas de match en match, c'est pas égal. Sentez-vous que... Non, c'est ça, parce que tu dis ça va se normaliser, puis c'est le genre d'affaires, moi, c'est pas une critique, là, c'est le genre de choses qui prend du temps. Tu l'as dit aussi, les arbitres viennent d'ailleurs. Il y a un ajustement, des ajustements à faire qui vont se faire seulement avec le temps, mais sentez-vous que ça progresse ou sentez-vous qu'on va, moi, qu'on va y arriver? Moi, je pense que oui. Ce qu'on nous a dit, puisqu'on en parle beaucoup, évidemment, que les joueuses qui elles-mêmes reconnaissent que savent pas... En fait, ce qu'on nous dit, c'est que dans les 5 premières minutes, les joueurs évaluent, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, ils ont toujours eu ou presque des arbitres différents. Fait les filles ne peuvent même pas se dire « Ah, ben aujourd'hui, on sait qu'elles, on a plus de marge de manœuvre. » Donc, ils se donnent les premières minutes pour évaluer. Puis là, elles savent rapidement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut pousser un peu plus ou un peu moins? Mais ça a l'air que déjà, il y a des gens qui sont responsables au sein de la Ligue de l'arbitrage. Il y a de la vidéo qui se fait, il y a des meetings, ce qui n'était pas le cas, évidemment, le jour 1. Donc, je pense qu'on est en train de... On parle aux officiels après chaque match. J'ai rencontré celui qui supervisait lors du match, du tout premier match de la saison à Ottawa, Montréal à Ottawa. Et c'était vraiment... Ça, on a aimé ça, ça, on n'a pas aimé ça. C'était Elisabeth Manta qui arbitrait. Donc, je me suis aperçu qu'il y avait cette conversation-là avec le responsable des officiels. C'est à construire. C'est à construire. On comprend ça. Tout est à construire. C'est ça, encore. Comme le reste. Ça progresse, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Là, tout à l'heure, j'enregistrais l'autre balado. Ouais. Et
C'est qui tes préférés? On a demandé... Oui, c'est ça. On a demandé aux gens qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport qu'est-ce qu'ils allaient faire pendant que le Canadien était en vacances. Puis il y a beaucoup de gens qui ont répondu, on va regarder les filles. Yeah! Mais il n'y a pas tant de matchs des filles. Il y en a juste un. Moi, je pensais même qu'il y en avait. J'ai dit, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Il y en a un dimanche, c'est ça? Ouais. Parce que les filles vont aussi au match des étoiles. Il y a ça. Et ensuite de ça, il y a la série de la rivalité qui reprend ses droits. Mm-hmm. Avec les États-Unis qui mènent 3 victoires contre 1, et il reste 3 matchs. C'est ça. Ce qui est le fun de ces 3 matchs-là, c'est que pour la première fois en 122 ans, j'ai l'impression que l'équipe canadienne est en train de se renouveler. Avec l'arrivée de la LPHF, parce que là, on est obligé de voir les filles qui jouent là. Puis là, en plus, il y a eu la première partie de la série. Ouais. Puis là, paf, la Ligue démarre. Et là, on a la deuxième après. Ça change donc, beaucoup. c'est ça. Et il y a des joueuses qui en ont profité. Il y a notamment une gardienne, Corinne Schroeder, qui est invitée à peu près à tous les Moses de camp de développement du Canada, mais qui n'est jamais retenue. Qui joue où en Ligue? New York. Et elle a excellé. Elle a réussi le premier jeu blanc dans la Ligue. Elle est solide. Elle a gagné des matchs pour New York. Et là, curieusement, elle est invitée devant la 3e gardienne, Kristen Campbell. Et ça amène un autre volet. Parce que Campbell joue à Toronto. Qui est l'entraîneur de Toronto? Troy Ryan, l'entraîneur de l'équipe nationale du Canada. Qui est la directrice générale? Gina Kingsbury, directrice générale de l'équipe nationale. C'est ça. La pauvre Kristen Campbell, qui a déjà de la pression chaque fois qu'elle porte l'uniforme du Canada parce qu'elle est 3e et elle garde les buts vraiment rarement. Là, elle garde les buts à tous les matchs pour Toronto. Et le coach de l'équipe nationale est là au-dessus de son épaule puis il regarde à tous les matchs. Donc, moi, je pensais que ce serait un avantage au départ pour les joueuses qui jouent à Toronto. Ah, c'est le fun. Mais finalement, pour elles, ça a été un couteau à double tranchant parce que ces erreurs ou ces moins bons matchs ont sauté au visage de ces dirigeants. Ça peut être un avantage. Connors, Maggie Connors, une attaquante qui n'avait pas encore joué avec l'équipe nationale, si ce n'est avec les moins de 18 ans. Avec l'équipe nationale senior, elle n'avait pas joué. Tiens, elle vient d'être invitée pour les 3 matchs de la série de rivalité. Et elle joue à Toronto. Donc, ce copinage-là des gens de Toronto, ça ne sera pas évident à vivre. D'ailleurs, moi, à place de... que Hockey Canada ait laissé son entraîneur et sa directrice générale travailler au sein d'une équipe. Si Gina Kingsbury avait travaillé au sein du personnel hockey de la Ligue, bravo. Mais au sein d'une équipe... Ou à tout le moins pas la même. Saint-Jean. C'est la même. Quand on va arriver, là, si Toronto est sur le bord de faire les éliminatoires dans la LPHF, puis là, on arrive des championnats du monde, là, tu fais quoi? Ta joueuse qui a un petit bobo, là, tu la veux pour tes éliminatoires avec Toronto, mais en même temps, tu vas aller gagner les championnats du monde. Là, je veux dire, Gina Kingsbury, elle m'avait dit, je vais changer de chapeau. Ouais, mais on voit très bien que quand tu as ton chapeau Toronto, tu as aussi ton chapeau du Canada, parce que finalement, elle a très bien vu qu'elle porte jamais de chapeau. C'est ça. Et l'état-major de Toronto, Kingsbury et Ryan, le directeur général et entraîneur, si Toronto continue à avoir de la difficulté. Ben, voilà, du moins, ils sont au dernier rang. Ils ont le pire différentiel de la Ligue. Moi, les matchs que j'ai vus, j'ai trouvé qu'elles jouaient mieux que les résultats parce que c'est montraient. Mais... Parce qu'elles ont dominé au chapitre des lancers dans la plupart de leurs matchs, mais elles n'ont pas marqué. Ils ont le plus bas taux d'efficacité. Mais s'ils restent derniers, là, les gens vont dire, coudonc, le Canada, as-tu vraiment un bon coach? Coudonc, le Canada... C'est vraiment une bonne directrice générale. Moi, je trouve ça parfait. Là. Ça nous donne des histoires. Mais au-delà, on en avait parlé, la LPHF va donner une visibilité à certaines joueuses qui n'en avaient pas. Parce qu'il faut dire qu'au cours des dernières années, l'alignement de l'équipe canadienne, américaine, ça tournait pas mal, toujours dans la même affaire, pas mal. Sauf que l'équipe américaine, c'est nettement plus renouvelé. Oui. Parce que l'équipe qu'on voit dans la série de la rivalité cette année est jeune, mais il manque encore plusieurs joueuses qui n'ont pas terminé leur université, qui sont des jeunes joueuses. Donc, tandis que du côté du Canada, l'équipe a atteint un certain âge. Tout le monde a quitté l'école. Puis, non, il y en a mais sauf que... il y en a une seule qui est à l'université. On aurait fait la place à une fille comme Jessie Eldridge, qui, dans le passé, était limite sur le bord de l'équipe canadienne, puis qui faisait... Elle n'était pas de niveau. Mais là, soudainement, elle a vraiment du succès dans la LPHF. Mais là, si tu regardes qui sont les Canadiennes qui ont le plus de succès présentement, même si dans ta tête, n'était pas de niveau pour l'équipe canadienne, tu peux pas l'ignorer. Une Victoria Bach aussi avait été tassée dernièrement. On doit la ramener. Donc, ça va des deux côtés. Une fille qui est dans l'équipe canadienne depuis toujours, je te parle pas d'une Brianne Jenner, Marie-Philippe Poulin, là, je veux dire, leur cas est réglé, mais des joueuses qui étaient dans l'équipe canadienne d'emblée depuis des années, mais qui tout à coup font pas bien dans la LPHF,
ben là, peuvent se ramasser à être tassés. Jamais l'équipe canadienne était remise en question. Ouais. Parce que, justement, on n'avait pas d'occasion vraiment de voir. Et même l'année dernière, avec la PHF, avec la ligue où évoluait la Force de Montréal, on disait pas... Il manquait tellement de monde que... On se disait, bof, ouais, elle est bonne dans ce ligue-là. C'était facile de dire ça. Mais là, en les voyant à la télé et sur le web beaucoup plus qu'on voyait les ligues précédentes, là, on dit, comment ça fait qu'elle n'est jamais avec l'équipe du Canada? C'est pas une Canadienne, elle? Mais tu parles d'occasion, c'est exactement ça. C'est l'occasion pour ces joueurs-là de se mettre en valeur, l'occasion pour les gens qui les évaluent de les voir dans d'autres circonstances. Ça va les forcer à travailler. Oui, c'est ça. Je t'ai-tu déjà dit que j'aime pas beaucoup Hockey Canada? Mais écoute, non, pas spécifiquement, mais te connaissant, ça m'étonne pas. C'est parce qu'en plus, là, à travers les années, les gens qui entouraient l'équipe féminine du Canada ont toujours encouragé les joueuses à s'en aller jouer aux universités aux États-Unis, puis on vous reverra au retour. Ouais. Là, à un moment donné, là, on dirait que c'était pas la loi du moindre effort. Mais c'était comme ça réglait le problème. Oui, c'est ça. Alors que là, on va se retrouver avec des joueuses qui sont en évidence et des gens qui vont être mis en question. Je pense que ça ne peut pas faire autrement qu'être bon pour le hockey féminin canadien. C'est peut-être pour ça que Gina Kingsbury et Troy Ryan ont pris la job à Toronto. Ils vont peut-être en avoir besoin. Non, puis aussi, est-ce que... Il y aura peut-être juste un chapeau. Mais moi, je suis même curieuse de voir au sein de l'aliment, est-ce que ça va changer la façon de faire de Troy Ryan? Parce que ce qu'on voit, c'est des filles qui étaient utilisées sur le 4e trio. Ouais. Là, tout à coup, sont dans des rôles vraiment plus offensifs dans la LPHF. Comme elles l'ont été toute leur vie. C'est ça. Une Emma Maltais, une Laura Stacey à Montréal qui compte des buts finalement et qui est en train de devenir l'une des favorites de la foule, mais qu'on lui donnait un rôle vraiment plus défensif avec l'équipe canadienne. Là, peut-être que ça va leur faire réaliser que finalement, il y en a peut-être des filles qui sont... Comment ça, elle n'est pas bonne? Mais oui, mais tu la mets sur un 4e trio quand elle a toujours scoré des buts. Ça, on le voit énormément. Et c'est le retour d'une fille que j'aime beaucoup aussi, Natalie Spooner, qui a donné naissance à son premier enfant et qui fait aussi, je pense que c'est la seule qui va bien présentement à Toronto ou presque. C'est elle qui tire l'équipe et qui a continué à marquer un rythme effarant, qui se retrouve parmi les meilleures marqueuses. Et ce qui est le fun de voir aussi les meilleures marqueuses dans la LPHF, que ce soit Alex Carpenter, que ce soit Spooner, que ce soit Poulin, ce sont des femmes dans la trentaine ou tout près de la trentaine. Mm-hmm. Donc, et ces filles-là, il y a une différence aussi entre ces femmes-là, de 30 ans, de 2 niveaux. Sarah Nurse, qui n'a pas 30 ans encore, tarde à éclore. Elle n'a pas joué beaucoup au hockey en dehors des championnats du monde et des Jeux olympiques depuis 2 ou 3 ans. Même chose pour Kendall Coyne, qui était occupé à lancer la ligue, à travailler dans les bureaux. Elle était au téléphone. Il a qui vient de marquer son premier point. Ah, ouais. OK, c'est ça. Elle n'a toujours pas de but. Elle a marqué un but, mais c'est son premier point. Ce sont des joueuses qui n'ont pas joué beaucoup, alors que Marie-Philippe et Alex Carpenter, ils ont travaillé très fort pour toujours continuer à jouer. Et là, on voit vraiment la différence parce que Carpenter, depuis les Jeux de Pyeongchang, où il avait été laissé de côté, est en Moses et ça apparaît sur la glace à chaque match. Mm-hmm. C'est le fun de l'avoir allé. Cette colère de 2018 continue de l'alimenter. On va terminer là-dessus parce qu'on l'a effleuré, puis Jacques-Alexis voulait absolument qu'on en parle. Il est indigné, hein? Tu as fait référence, Jean. Il y a une première suspension. Quand on parlait de l'arbitrage tout à l'heure, puis j'invite les gens à aller voir la séquence si vous ne l'avez pas vue. Vous avez dit que ça rappelle un peu le geste de Brendan Gallagher. C'est plus près de la rampe, mais au niveau de l'angle et du coude d'en face. Ben, le coude est moins élevé que celui de Gallagher, mais l'épaule frappe au menton solidement. Voilà. Et, un coup à la tête et on a puni le coup à la tête, première suspension. Donc, c'est Taylor Winkowski sur Amanda Boulier. Oui. Puis c'est Boulier qui était la victime. Un match de suspension. Et là, c'est ça, on essaie de faire mieux que la Ligue nationale. On essaie. Dans certains domaines, c'est facile. Celui-là, ça pourrait en être un. Jean, il y avait quand même un bon point. C'est une saison de 24 matchs. Mais un match sur 24, au prorata, c'est plus qu'un match sur 82. Et 5 sur 82, c'est quoi là, le pourcentage? 5 divisé par 82, 82 divisé par 5, 1, 24. On commence ce que tu veux dire. C'est à peu près
la même chose que 5 matchs à peu près. Est-ce que c'est assez, pas assez? Ben regarde, c'est... Mais est-ce que c'est le genre d'affaire qu'on va voir? Parce que moi, je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Là. Si tu punis pas suffisamment, tu ouvres la porte un peu à... Moi, je pense que ça fait partie de tout ce quand on parle des ajustements qui doivent avoir lieu au niveau de l'arbitrage. Là, je veux dire, le comité de discipline à la LPHF, c'est comme la première fois... En fait, ils ont commencé leur job avec cette mise en échec. Là. Je veux dire, ils n'ont pas de barème. Il n'y a pas de meeting de prévu, il a fallu qu'ils s'organisent. Ils n'ont pas de comparatif. Je veux dire, à un moment donné, on ne souhaite pas qu'il y en ait beaucoup de chaises de ce genre-là, mais je veux dire, ils vont s'ajuster aussi. Là. Au niveau de la sécurité des joueuses, on a également parlé beaucoup du protecteur facial. D'ailleurs, Christine a allumé le feu volontairement sur les médias sociaux, sur ce qui était Twitter, qui s'appelle X. Là. On dit Twitter encore ici. On dit encore Twitter. Okay. J'ai abandonné mes notifications. Là. C'est parce qu'elle a envoyé un petit tweet sur le protecteur facial avec un extrait d'une joueuse. C'était qui la joueuse? Je m'en souviens même plus. C'est qui dit que... C'était Ella Shelton, quand il demandait si tu pensais enlever ta cage, ton grillage dans le visage. Elle a dit non parce qu'elle veut garder ses dents. Ça lui a coûté assez cher d'avoir des dents droites. Qui est pas... Là, si elle avait juste publié ça, Christine, ça aurait été simple. Mais elle a ajouté une petite phrase. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelque chose dans le style, vous trouvez pas que ça a bien du bon sens? Il me semble que c'est logique. Il me semble que c'est logique. C'est exactement ça. Et là, les réactions, parce que c'est ça, c'est comme les noms d'équipe. C'était un sujet en début de calendrier. Ouais, mais c'est pas vraiment comme du professionnel. On voit pas leur visage. Elles auraient intérêt à montrer leur visage. Excuse-moi, il y en a un qui me dit ils veulent vendre là, du marketing puis on voit pas leur visage. Je dis, voyons donc, y a-tu quelqu'un qui s'en va voir le hockey pour voir le visage d'Ovechkin? Puis c'est pas une critique. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Non, mais tu sais, il y a ça, puis après ça, il y en a qui me parlaient, la vision périphérique. Là, voyons, les gardiens de but, là, ils ont toujours une grille, puis je veux dire, un gardien de but, s'il y a bien une position qui a une bonne vision périphérique, c'est celle-là. Les joueurs et les joueuses qui ont joué jusqu'à l'âge de 18 ans avec ou une grille ou une visière complète. Une protection. Sont habitués. Pourquoi ils changeraient ça? Je comprends que c'est pas obligatoire. C'est ça que je comprends? Non, c'est obligatoire. Je suis allée voir dans le document de 187 points. Non, mais c'est parce que si, exemple, c'est écrit dans la convention, dans le livre des règlements, mais si les joueurs disent « nous, on veut vraiment pas ça », je veux dire, ils l'enlèveraient. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune joueuse qui a envie de l'enlever. Comme, mettons, le protège-cou, les joueurs sont comme, je m'en fous, je le porte, puis that's it, là. Là, il y a la Fédération américaine qui vient de passer un règlement obligeant le port du col protecteur. Puis, ce qu'on peut dire que les femmes, en bout de ligne, sont plus intelligentes que les hommes là-dessus. Elles veulent garder leurs dents. Je vous écoute, les garçons. Non, elles veulent garder leurs dents. C'est qu'est-ce qui est plus brillant? Aller dans un endroit dangereux avec un casque ou avec pas de casque? Je sais pas. Parlant à Connor McDavid qui s'est fait casser la mâchoire. C'est autre chose. Ça, c'est culturel. C'est une question d'habitude. C'est simplement ça. C'est correct. Parce que si tu joues à n'importe quoi, là, tu peux te ramasser avec un œil au beurre noir. Bon, ceux qui regardent... ceux qui me... Pourquoi t'as pas mis ta Ceux qui nous regardent Non, mais c'est vrai, j'ai pensé après. Justement, à ce sujet-là, ceux qui me regardent la version vidéo, je ne suis pas victime de collègues trop agressifs. J'ai joué au soccer et j'ai mangé un coude au visage. Donc voilà. Là, les gens qui nous écoutent en audio vont tous aller sur YouTube pour nous regarder. C'est ça, en fait, c'est une stratégie. Bref, qu'elles le gardent, leur protecteur facial complet dans la LPHF. Madame Poulain, c'est une belle madame, puis je veux qu'elle reste comme ça. Pas de marque de rondelle. Puis elle n'a pas l'air trop dérangée. Sa vision périphérique, Marie-Philippe Poulain, elle a l'air quand même correcte. Puis on dirait qu'elle réussit quand même à vendre des chandails, même si elle a une grille au visage. C'est fou, hein? Là, est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est établi? Là? Est-ce qu'on fait ça à une certaine fréquence? Moyennant un léger supplément, tout est possible. Nous, on est prêt à se sacrifier. Non, mais Jack, est-ce qu'on fait ça tous les mardis? Est-ce que c'est à toutes les 2 semaines? Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Ben là, si ça continue... peut-être. Il y a une demande, là, les gens... Cliquez, si vous voulez que ça revienne, cliquez. Cliquez sur YouTube, sur partout. Comme diraient mes enfants, cliquez j'aime, likez, abonnez-vous à ma chaîne. C'est ça? C'est ça, exactement. Christine Roger, je rappelle que tu es la journaliste affectée à la couverture de l'équipe de Montréal de la LPHF. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Sois infiniment. Mets un casque. Oui, chef. Porte un casque. Et Jean Saint-Onge, je suis le descripteur des matchs de cette même équipe montréalaise de la LPHF. Merci, Jean. Moi, je suis préexcité
face-là d'une façon ou d'une autre, casque ou pas casque. Peut-être quelques égratignures, ça t'améliorerait peut-être. Ben, c'est ça. Ça donnerait un petit peu. Voilà. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez 2 bonnes semaines. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.